Jean-Pierre Cornioux, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Cornioux, vous venez de publier 1,2 milliard d'automobiles, 7 milliards de terriens. La cohabitation est-elle possible? Alors je me sers de votre titre, la cohabitation est-elle possible? Elle va être de plus en plus délicate. 1,2 milliard d'automobiles, c'est le chiffre vraisemblable de 2020. Nous avons largement dépassé les 800 millions aujourd'hui. Elle va être délicate parce que l'automobile est un objet qui prend de la place. Soit quand elle est parquée, et ce qui est un objet alors inutile, c'est une auto immobile, soit quand elle se déplace, et là, il faut créer des infrastructures, il faut gérer des flux de circulation, ce qui devient de plus en plus compliqué, et on le voit toujours dans les grandes villes où la congestion est devenue un phénomène critique. La cohabitation entre l'homme qui aspire à la mobilité et qui a trouvé en l'automobile une réponse efficace pendant au moins des dizaines de décennies, et les terriens qui ont envie de penser une vie meilleure, moins polluée, moins risquée, plus riche en interactions, cette cohabitation pose un problème nouveau, récent, qui va être un des grands défis du XXIe siècle. Alors on dit aujourd'hui une automobile, c'est féminin, mais à l'origine c'était masculin. Absolument. C'est un objet de désir, l'automobile. Oui, c'est un objet de désir depuis 1901. Auparavant, c'était un objet industriel, difficile à mettre au point, complexe. Les débuts de l'automobile automobile, c'est un engin qui se déplace par ses propres moyens. C'est 1791, c'est le premier fardier de Cugnot, mu par un moteur à vapeur. Et ça s'est développé largement en Grande-Bretagne à partir de 1820, avec les locomotives à vapeur, puis les voitures à vapeur qui ressemblaient peu ou prou à nos voitures actuelles, où la France a d'ailleurs excellé jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors vous disiez que c'est devenu féminin, objet de désir en France, mais je remarque, si je ne me trompe pas, qu'en allemand, ça reste un objet industriel, das Auto. On peut y voir une prémonition sur l'évolution respective de l'industrie automobile allemande et de l'industrie automobile française. Il faut rappeler que jusqu'à la Première Guerre mondiale, la France a dominé de la tête et des épaules l'industrie mondiale de l'automobile, par le nombre de ses constructeurs, par la créativité, la richesse de ses inventeurs, qui ont amené à l'industrie automobile de l'intelligence, de l'esthétique et de la capacité fonctionnelle. Certes, Henry Ford, à partir de 1908, a développé un modèle, la Ford T, qu'il a produit pendant 25 ans à un grand nombre d'exemplaires, mais il n'y avait pas cette intelligence et cette créativité dont les industriels français ont su faire preuve, d'ailleurs jusqu'en 1914, puis après jusqu'en 1939. Donc là, la France est une nation automobile. Elle est profondément attachée par son industrie, par ses ingénieurs, par ses créateurs, à ce produit. Hélas, elle a perdu son leadership récemment, à partir du début des années 70. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader pour beaucoup de raisons qui sont internes, liées à notre mode de fonctionnement en tant que pays, mais qui sont liées aussi à un certain manque d'enthousiasme dans le développement du modèle automobile français à l'étranger. On sera amené à revenir sur cette question de la place de l'industrie automobile française dans le monde. Mais tout d'abord, je voudrais dire quelques mots pour vous présenter. Vous avez une formation en économie, Sciences Po, vous êtes un ancien élève de l'École nationale d'administration. Vous avez d'ailleurs commencé par une carrière de haut fonctionnaire. Et puis, vous avez basculé vers le privé et les systèmes d'information dans l'industrie. Et ça va jouer un rôle très important. Vous êtes passé donc par Usinor Sassilor, vous avez travaillé aux côtés de Francis Mer, puis Renault, aux côtés de Louis Schweitzer comme directeur des systèmes d'information. Et ensuite, dans le conseil, président successivement de ES Consulting, et vous êtes aujourd'hui directeur général adjoint de SIA Conseil, qui je crois est devenu SIA Partners il y a quelques jours. Entre-temps, vous avez été président entre 2000 et 2006 du SIGREF, qui est le club informatique des grandes entreprises françaises. Vous aimez écrire des livres avec sous-tendu cette réflexion sur la société des technologies de l'information et de l'informatique, la société de la connaissance en 2002, la société numérique en 2008, le web 15 ans déjà et après en 2009,
et aujourd'hui l'automobile. Alors, on verra peut-être le lien qui est entre l'automobile et les technologies de l'information. Alors, vous l'avez souligné, l'automobile, c'est l'industrie phare du XXe siècle avec une source d'énergie qui est le pétrole. Et ce couple automobile-pétrole est un peu la colonne vertébrale du développement du XXe siècle. Absolument. Le choix de l'automobile à gaz de pétrole ne s'est pas imposé dans les premiers temps de l'automobile. Il y a eu plusieurs technologies qui étaient en concurrence, notamment la vapeur, avec deux constructeurs français, Serpollet et Bollée, qui étaient extrêmement connus et qui ont fait des voitures de qualité, mais aussi l'électricité. Et les premiers véhicules, jusque dans les années 20, étaient également électriques. Le pétrole s'est imposé pour deux raisons. D'abord, une raison d'efficacité énergétique. C'est un produit très performant, hein, et on embarque assez peu de poids de pétrole et on a une autonomie qui s'améliore au fil des années avec les progrès technologiques. Donc le pétrole, c'est une bonne solution. Le second facteur, c'est que les États-Unis ont développé simultanément l'industrie du pétrole et l'industrie de l'automobile. Et comme c'était dans le même pays, puisque les États-Unis ont été un très grand producteur de pétrole jusqu'au début des années 70, il y a eu naturellement une relation très étroite, très imbriquée entre les Big Three, les constructeurs automobiles de Detroit, et les pétroliers texans. Et cette alchimie relationnelle a permis à l'industrie automobile américaine de se développer de façon foisonnante, notamment à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en créant des voitures qui étaient d'ailleurs délirantes, hein, 5 mètres de long, 25 litres au 100, V8 surpuissant, tout ça pour aller au supermarché du coin. Et l'industrie pétrolière a fourni et alimenté cette industrie automobile florissante. Jusqu'au pic pétrolier de 1971, premier pic de Hubert, où on s'est rendu compte que les États-Unis n'avaient plus la capacité de production suffisante pour alimenter le développement de l'industrie automobile. Oui, alors vous dites d'ailleurs, l'automobile fabrique depuis ses origines, mais j'imagine avec une accélération depuis quelques décennies, une dette pétrolière massive. Absolument. Et la géopolitique du pétrole, qui a été une des caractéristiques fortes du XXe siècle, va se poursuivre au XXIe siècle. Parce que, en dépit de tous les progrès technologiques, le moteur à explosion va rester pour les 40 à 50 prochaines années l'élément dominant de l'industrie automobile mondiale. D'où un besoin criant de pétrole et une industrie pétrolière qui va faire tout ce qu'elle peut faire pour produire le pétrole nécessaire à la croissance de l'automobile. Alors, on va se poser cette question de l'élévation du prix de l'énergie. Mais tout d'abord, je voudrais insister sur un point, les dommages collatéraux de l'automobile. De quoi l'automobile est-elle vraiment coupable ? L'automobile, c'est un objet qui se déplace dans un espace à une vitesse qui est de plus en plus grande. Donc le risque, c'est d'abord le risque de collision, c'est le risque d'accidents qui sont toujours très spectaculaires. Il suffit d'avoir assisté à un crash test, comme j'ai pu le faire dans les installations de Renault à Lardy, pour être toute ma vie profondément impressionné. Vous citez un chiffre dans votre livre, l'automobile c'est 3000 morts par jour. Oui. C'est-à-dire que sur une année, c'est plus une guerre. 1 200 000 morts. C'est une guerre ignorée, inconnue, dont personne ne parle. Alors l'OMS, l'ONU ont lancé l'OCDE ont lancé des grands programmes de résorption des accidents de la route. C'est un problème majeur dans des pays comme la Chine, l'Inde, où les chiffres d'ailleurs sont méconnus, mais où la mortalité automobile est considérable. Mais je vous rappelle qu'en France, on est passé de 18 000 morts dans les années 70 avec un nombre de véhicules beaucoup moins important qu'aujourd'hui, à moins de 4 000 aujourd'hui. Donc il y a eu une vraie stratégie des pouvoirs publics. Je dirais que c'est une des rares politiques publiques qui a bien fonctionné. C'est-à-dire qu'on a diminué la mortalité automobile et le nombre d'ailleurs de blessés. Parce qu'on parle des morts, 1 200 000 morts, mais ce sont des dizaines de millions de blessés qui, chaque année, vont évidemment coûter cher aux pays qui Donc, doivent les morts, les blessés directs par collision, accident, et puis tous les effets liés à la pollution, par exemple, aux émissions. Alors, dans les émissions, il y a deux caractéristiques vraiment différentes que souvent on mélange.
il y a les gaz à effet de serre, hein, le CO2, qui lui contribue au réchauffement anthropique de la Terre, et a des conséquences évidemment sur la fonte des pôles, de la glace des pôles, sur la fonte des glaciers, donc des conséquences assez dramatiques sur le moyen terme qui ont été largement exploitées. Mais il y a aussi une pollution pour laquelle les industriels se sont largement mobilisés dans les pays occidentaux, qui est la pollution chimique, par les résultats de la combustion imparfaite des gaz de pétrole. Et cette pollution, elle a été bien jugulée avec les normes Euro 1, Euro 2, jusqu'à Euro 6 actuellement. On a diminué les nombres d'oxyde d'azote, le volume d'oxyde d'azote, le nombre des polluants. Ce qui marche moins bien, hélas, pour un pays comme la France, qui a fait du diesel une de ses spécialités, c'est les petites particules. Certes, dans les voitures diesel, qui représentent 81% de notre parc, on a mis en place des filtres à particules, mais hélas, leur efficacité n'est pas constante dans le temps. Il faut les entretenir, il faut les gérer, et ça ne marche pas très bien en ville. Et aujourd'hui, on a appris, grâce à l'OMS notamment, mais aussi grâce à l'Union européenne, que 10 millions de citoyens français étaient exposés à une densité de particules dans l'atmosphère qui était supérieure aux normes. Donc on a un vrai problème de santé publique lié à la pollution par le diesel. On a aussi évidemment des problèmes de bruit. Les villes sont très sonores. Et c'est un des grands espoirs du véhicule électrique, c'est de réduire l'ambiance sonore des villes, car c'est absolument pathogène. Alors par ailleurs, vous rendez également l'automobile responsable d'une partie des problèmes d'obésité. Et c'est vrai que, par exemple, dans certains États américains, j'ai des souvenirs en Californie, de voir effectivement ces ménagères de moins de 50 ans se rendre au supermarché de leurs immenses Chevrolet, et avec des poids très pondéreux pour pousser leur caddie. Oui, alors il ne faut pas trop charger l'automobile, elle ne mérite pas cet excès d'indignité. Je pense que le régime alimentaire des Américains est aussi très largement responsable, une alimentation très carnée. Mais c'est vrai que l'automobile s'est largement substituée à une activité physique normale. Et on se rend compte que de plus en plus, on peut faire des courtes distances à pied. Et pour des distances un peu plus longues, on peut utiliser des véhicules électriques, des navettes électriques, des vélos à assistance électrique, qui apportent un vrai confort, mais aussi une capacité à être à l'extérieur et à se bouger. On a véritablement besoin, nous qui sommes des sédentaires, on a quitté le monde agricole depuis fort longtemps, on est des urbains et on a besoin de bouger pour continuer à être en bonne santé. Donc l'automobile, c'est un élément comme extraordinaire de progrès, parce que l'automobile a rapproché les gens, a permis d'avoir un horizon beaucoup plus large, a développé le tourisme, et ça depuis les années 20. C'était un des grands vecteurs, notamment avec Michelin, puisque le guide Michelin a été un des facteurs clés du développement du tourisme en France. Mais en même temps, une automobile, c'est bien. 1 million d'automobiles dans une ville, c'est absolument insupportable. Donc, ce qui fait le problème de l'automobile, c'est la densité. Alors, on l'a dit, l'automobile, c'est l'industrie symbolique du siècle dernier, j'allais dire du XXe siècle, mais disons aujourd'hui du siècle dernier. Un instrument technique qui a évolué dans le même, en fait, en se sophistiquant sans arrêt, mais en étant fondamentalement la même chose. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça peut continuer? Et alors c'est assez troublant. Et d'ailleurs, vous vous souvenez du débat qu'il y avait eu entre Bill Gates et le président de General Motors à l'époque, en disant que si l'industrie automobile avait évolué comme l'industrie électronique, aujourd'hui une voiture coûterait quelques dollars, pèserait quelques centaines de kilos et ne consommerait pas de pétrole. C'est vrai que l'industrie automobile est restée étonnamment conservatrice. Il n'y a pas de différence fondamentale entre une voiture d'aujourd'hui et une voiture d'il y a 50 ans. Certes, il y a plus de technologie, elle pollue moins, elle consomme moins, elle est plus confortable, mais on est resté dans le modèle classique de carrosserie en acier, 4 roues, un moteur, un volant. Regardez un ordinateur de 1960 et un ordinateur de 2012, vous verrez une transformation majeure. L'industrie aéronautique aussi, on a abandonné
complètement les avions à hélice. On est aujourd'hui dans les avions à réaction, infiniment plus stable, infiniment plus sûr. L'automobile est restée conservatrice pour beaucoup de raisons. La première, c'est que le goût du public a évolué très lentement. Et le public aime bien sa voiture traditionnelle, sa berline, et il est calé sur un schéma mental qui a beaucoup de difficultés à bouger, c'est qu'il achète une voiture pour partir en vacances. Et ça reste très, très fort. Et tout le reste de l'année, on va traîner une tonne 8 d'acier pour amener une personne, alors que le schéma mental dominant, c'est j'ai besoin de mes 5 places, d'un grand coffre, pour pouvoir aller une fois ou 2 fois par an en vacances. Jean-Pierre Cornu, vous compariez avec l'informatique. Les constructeurs informatiques ont quand même joué un rôle central pour faire évoluer les besoins et j'allais même dire les désirs des consommateurs, qu'on pense à Apple. Absolument. Alors que les constructeurs automobiles, c'est ce que vous semblez dire, ont été assez conservateurs de coller aux désirs du consommateur tels qu'ils sont. Oui. Sans chercher à impulser le changement. Oui, alors il y a ce conservatisme qui est lié au mode d'organisation de cette industrie. C'est une industrie très capitalistique. C'est une industrie qui sait fabriquer un objet industriel en très grand nombre, mais qui ne sait pas être un peu dans la finesse, avoir des séries courtes, ça coûte cher, c'est compliqué. Le mode de production industrielle est aussi lié à l'acier. On a des coques et des carrosseries en acier qui nécessitent des investissements lourds et des outils lourds. Donc on n'a jamais véritablement su faire des toutes petites séries à la demande. Vous vous souvenez que Smart avait essayé de le faire en imaginant des voitures qu'on pouvait réassembler soi-même. Et on est tombé dans un modèle industriel tout à fait classique. Donc il y a le poids de l'industrie, il y a le poids du public, le conservatisme, il y a le poids de la réglementation. C'est une industrie hautement réglementée. On réglemente tout dans l'industrie automobile, tout. Et de fait, par exemple... Très tôt d'ailleurs, puisque vous citez dans le livre que la vitesse a été extrêmement limitée au départ. En Grande-Bretagne, dès les années 1830, il y a eu des réglementations très contraignantes qui ont eu un impact sur l'industrie très fort, telle enseigne d'ailleurs que les Britanniques ne sont revenus à l'automobile que vraiment à la fin du Les Allemands, toutefois, ont beaucoup moins réglementé que les autres. Oui, et en particulier aujourd'hui, le problème de la vitesse limite. Alors c'est un des paradoxes de l'automobile, c'est que je lisais encore dans une rubrique sur Internet des lecteurs qui s'indignaient que telle voiture ne dépassait pas les 193 km/h. Mais pourquoi faire ? Tout simplement parce que la référence absolue à la vitesse reste un élément clé, déterminant dans le choix d'une voiture. On est d'ailleurs passé, en l'espace de 20 ans, du symbole de la belle américaine à la belle allemande, voilà, avec absolument. la puissante motorisation. Le haut de gamme allemand reste très symbolique de ce qui se fait de mieux en matière automobile, et c'est un très bel objet industriel. Hélas, on peut dire aujourd'hui qu'il est complètement inadapté aux besoins de la population et aux contraintes de circulation, notamment urbaine. Oui, et aux contraintes du prix de l'énergie. Comment cette industrie automobile va pouvoir réagir avec la hausse structurelle du coût de l'énergie ? Alors il y a 3 pistes qui sont exploitées par l'industrie, qui a réagi assez lentement. Le premier d'ailleurs à avoir essayé de lancer une voiture électrique à grande échelle, c'était General Motors, dans les années 90, avec une voiture qui s'appelait l'EV1. Ça a été un échec. Il y a eu beaucoup de faux départs du véhicule électrique. Et donc cette piste qui est d'aller vers d'autres formes de Le problème, ça a toujours été le problème du stockage de l'électricité ? Oui, les batteries. Alors les batteries au plomb étaient très lourdes et très complexes et dangereuses un peu parce qu'il y a de l'acide. Aujourd'hui, on a fait des progrès grâce à l'électronique grand public avec le ion lithium. On va continuer à progresser. Tous les jours, je vois des dépêches annonçant qu'on s'achemine vers, à la fin de la décennie, une autonomie de l'ordre de 500 km. Donc la piste électrique est très importante. Il y a la piste des biocarburants, qui s'est révélée une impasse. Parce que pour fabriquer des biocarburants, il faut des produits agricoles, et les produits agricoles, il faut du pétrole. Donc le bilan énergétique global n'est pas très bon. Il y a la piste de l'hydrogène, qui est, elle, assez prometteuse. On imagine bien que les piles à combustible à partir d'hydrogène vont fabriquer de l'électricité à bord. Il y a des voitures qui marchent dans le monde. Elles sont encore très coûteuses, mais c'est une piste qui se rapproche, même s'il reste encore pas mal de scepticisme. Et puis alors, il y a une 4e piste, très surprenante, c'est l'optimisation du moteur thermique.
Et aujourd'hui, on sait fabriquer des voitures à moteur thermique à essence qui vont consommer entre 2 et 3 litres sur des bases industrielles robustes. Parce qu'on a repensé les chambres de combustion, on a repensé l'échappement et on a redesigné complètement le moteur. On a attendu longtemps pour le faire, un siècle. Alors, dans cette optimisation thermique, on a la même préoccupation finalement que dans l'habitat, d'optimiser l'utilisation thermique des moteurs. Quel rôle joue l'électronique, l'informatique et les technologies de l'information dans ce domaine? L'industrie automobile a été une des premières grandes consommatrices d'informatique, de conception et de production. C'est d'ailleurs en France et chez Renault qu'on a jeté les premières bases de la CAO, la conception assistée par ordinateur, en 2D, puis maintenant en 3D. Et c'est un industriel français, Dassault Systèmes, qui est le leader mondial de la conception de logiciels, qui assure la vie numérique du véhicule, de la conception jusqu'à sa mort. Donc ça, c'est la conception. C'est la conception. Mais là, ça nous a fait faire des progrès tout à fait considérables en allègement, en aérodynamisme, en efficacité du moteur. Et ça, c'est une contribution majeure. La deuxième contribution, c'est l'électronique embarquée. Depuis les années 70, avec l'ABS, les industriels, et notamment les équipementiers comme Bosch ou Valeo, ont fabriqué des objets intelligents qui ont permis de construire autant d'assistance à la conduite qu'il était nécessaire. Donc on a l'ABS qui permet de mieux freiner, le SP qui évite le patinage des routes, la tenue en ligne en cas de freinage. Donc on a des outils de plus en plus pertinents et intelligents qui vont compenser les faiblesses de ce maillon faible qui est le conducteur. Et c'est vrai que c'est une transformation majeure que l'électronique a apportée et qui ne cesse de croître avec, au début, quelques petits problèmes de fiabilité. Quelle est la part de l'électronique aujourd'hui dans le prix d'une automobile? Oh, je dirais que c'est... Dans le prix sorti d'usine. Ça oscille entre 20 et 25% du prix du véhicule. Mais il y a énormément de choses que l'on rajoute. Vous voyez que tous les véhicules qui étaient présentés au Mondial de l'automobile de Paris 2012 avaient de magnifiques tablettes sur le tableau de bord, permettant de télécharger des applications comme dans une tablette. Et Renault vient de lancer son magasin d'apps, permettant d'adapter l'environnement de bord à ses goûts et à ses habitudes. Donc ça, c'est très nouveau et très riche. Est-ce que vous pensez que le développement de l'électronique et des technologies de l'information dans l'automobile vont conduire au pilotage totalement automatisé, voire au radioguidage automatisé? Oui, c'est un objectif. Tout le monde parle de la Google Car qui a parcouru les routes du Nevada qui ne sont pas très chargées pendant 300 000 km. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le GPS, avec l'électronique de bord, avec les radars de proximité, on sait construire à un prix raisonnable une voiture qui pourra fonctionner par elle-même. Une des cibles de ça, c'est l'optimisation, la fluidification de la circulation sur autoroute, puisqu'on imagine des trains de voitures qui se suivront avec devant un chauffeur qui amènera à bon port les différents véhicules qui vont suivre. On a le sentiment que toutes les technologies sont disponibles aujourd'hui. C'est un problème d'équipement des routes, finalement. C'est un problème d'équipement des routes, c'est un problème d'acceptabilité. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la résistance du public à ces changements. Vous savez que Saab, qui était un constructeur très innovant, avait proposé dès les années 80 de conduire la voiture avec un joystick, au lieu d'avoir un volant avec toute la tringlerie un peu lourde qui va derrière. Les tests en clientèle ont été catastrophiques. Les gens n'en voulaient pas. Donc le problème de l'automobile assistée dans ses limites, aujourd'hui on vend beaucoup de voitures avec la capacité de faire toutes seules des créneaux, c'est l'acceptabilité du public. Je pense que les nouvelles générations, plus familières avec les technologies, seront agréablement utilisateurs. Mais vous savez, il y a un fait qui est intéressant, c'est que les Français sont très résistants à la technologie. C'est un des pays au monde où il y a le moins de voitures à boîte automatique, 12% du parc. C'est très faible. Vous allez au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, 80% des voitures ont une boîte automatique. Et déjà, c'est une forme d'assistance à la conduite qui va dégager
le conducteur de la pression du changement de vitesse et le consacrer uniquement à sa conduite. Ça donne une conduite plus souple, plus apaisée. Et on est très résistants, nous, Français, là-dessus. Alors, un des problèmes fondamentaux auxquels est confrontée l'automobile, avec l'urbanisation généralisée dans le monde, c'est la congestion des villes. Alors, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va assister à l'adaptation accélérée des villes à l'automobile, comme déjà l'ont précédé Los Angeles, les villes chinoises aujourd'hui qui s'adaptent à l'automobile, ou est-ce que les modes de transport vont fondamentalement se transformer pour s'adapter aux villes? Il va se passer plusieurs choses dans l'urbanisation des villes intelligentes, puisque c'est un grand sujet du XXIe siècle, fait l'impasse sur l'automobile à moteur thermique. Elle n'intègre dans ses schémas que les véhicules électriques, que ce soit des véhicules de transport en commun, que des navettes hectométriques qui font de la desserte de proximité automatiquement, mais avec une propulsion électrique, et que des engins de livraison et de logistique urbaine électriques. Pourquoi électrique? Pas d'émissions au lieu d'usage, pas de bruit. Donc une ville intelligente, c'est d'abord une ville confortable, c'est une ville sûre, c'est une ville où on n'aura pas d'émanation. Donc l'avenir de la voiture en centre-ville est compromis. La grande mode qu'avait lancée d'ailleurs Georges Pompidou, qui consistait à faire de grandes artères pour irriguer le centre des villes avec des autoroutes urbaines. La radiale Vercingétorix est vraiment, vraiment derrière nous. Je pense qu'on va aller soit vers des solutions de péage urbain, comme à Londres ou dans les villes scandinaves, soit vers des interdictions de circulation pure et dure dans les centres-villes, comme en Italie, soit vers une réglementation assez stricte de l'entrée des véhicules, justement en utilisant la technologie de l'information et en limitant au centre-ville les véhicules les moins polluants dont l'accès est strictement nécessaire. La voiture va se trouver cantonnée dans les grandes périphéries urbaines, dans les milieux ruraux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution alternative dans les zones rurales. Et donc, il y a partout dans le monde encore un avenir pour l'automobile, mais cette automobile va être dans un univers très contraint. Et vous parlez de la Chine. La Chine est un pays qui a une politique draconienne de réduction de l'utilisation des voitures en centre-ville. À Pékin et à Shanghai, on n'a plus le droit d'acheter des voitures librement. Il y a toute une série de contraintes, il faut acheter sa plaque, comme d'ailleurs à Tokyo. Et donc, dans les grandes mégalopoles mondiales, la place de la voiture va être limitée, mais il va y avoir des solutions alternatives, dont Autolib est une belle illustration française. Alors, on ne peut malheureusement pas développer cet aspect. Vous posiez la question vous-même dans le titre de votre livre, la cohabitation est-elle possible? En tout cas, pas en centre-ville. Certainement pas en centre-ville. L'usage de l'automobile va se trouver ajusté, donc réduit, aux zones et aux types d'utilisation que les autres moyens ne permettent pas de satisfaire. On observe partout dans le monde un engouement pour les transports publics, avec la renaissance du tramway, par exemple. Depuis une vingtaine d'années, toutes les grandes villes de la planète s'équipent en tramway, une solution extrêmement agréable, moins chère que les métros et très efficace. On voit des autobus hybrides et des autobus électriques se développer, et on voit partout, alors que ce soit en Chine, y compris aux États-Unis, évidemment dans la vieille Europe, des transports publics de plus en plus confortables, de plus en plus efficaces, de plus en plus avenants, et que l'on peut payer facilement avec une carte multi-secteur. Donc à Shanghai, par exemple, on paye avec une carte aussi bien le taxi électrique que les autres moyens de transport ou le vélo. Donc vous voyez, on va aller vers un univers pluriel. Donc un avenir du transport qui sera, selon vos termes, multimodal, multi-énergie et multi-choix. Absolument. Jean-Pierre Cornio, je vous remercie. Merci.